On estime que 84 000 milliards de dollars vont changer de main au cours des 2 prochaines décennies, créant le plus grand transfert de richesse de l'histoire. Pourtant, des milliardaires comme Warren Buffett, Bill Gates, Yvon Chouinard et Chuck Finney ont choisi de ne pas laisser leur fortune à leurs enfants. Voici pourquoi ils ont pris cette décision et comment leurs familles ont réagi. Warren Buffett fait face à l'une des décisions successorales les plus radicales de l'histoire américaine, et il en a parlé ouvertement depuis des décennies. L'oracle d'Omaha est l'un des milliardaires à l'origine du Giving Pledge et a déclaré qu'il donnerait 99% de sa richesse. À ce jour, il a donné plus de 60 milliards de dollars et ses 3 enfants, malgré sa richesse immense, n'hériteront pas d'une part importante pour leur usage personnel. Maintenant, voici la citation qui a déclenché une tempête sur Internet. Pour Buffett, laisser à ses enfants une provision à vie de bons d'alimentation, simplement parce qu'ils sont sortis du bon ventre, était non seulement gaspilleur, mais un acte nuisible et antisocial. C'est Warren Buffett, la deuxième personne la plus riche de la planète, à différents moments de sa vie, qui compare un fonds fiduciaire massif aux allocations sociales. Réfléchissez une seconde à cela. Il a souligné la contradiction qu'il voyait partout autour de lui. Dans les clubs de country, on entend les gens parler des aspects débilitants d'un cycle de dépendance aux allocations, a-t-il dit. Ces mêmes personnes laissent à leurs enfants une provision à vie de bons d'alimentation et plus encore. Puis vint le coup de grâce. Au lieu d'un agent des allocations sociales, ils ont un agent de fonds fiduciaires. Alors, d'où venait cette philosophie? Elle remonte à 1986. Dans une interview du magazine Fortune cette année-là, Buffett a exposé sa réflexion avec une clarté frappante. La somme parfaite à laisser à vos enfants est suffisamment d'argent pour qu'ils sentent qu'ils pourraient tout faire, mais pas tellement qu'ils ne pourraient rien faire. Cette phrase unique, énoncée il y a près de 40 ans, est devenue la philosophie qui a façonné les décisions successorales de certaines des personnes les plus puissantes du monde. Bill Gates a dit que c'était cet article exact qui l'avait fait changer d'avis. Mais, plus sur lui dans un instant. Buffett n'a pas seulement dit ces choses et s'en est allé. Il a construit toute une structure autour de ses croyances. Bien que Buffett n'ait pas d'intérêt à donner à ses enfants un héritage traditionnel, il s'est engagé en 2006 à donner toutes ses actions de Berkshire Hathaway à des œuvres de charité. Puis, il a fait un pas de plus. En 2024, il a révélé des plans pour transférer sa fortune à une fiducie caritative à sa mort, supervisée par ses enfants, qui doivent décider à l'unanimité où donner les fonds dans les 10 ans. Relisez cela. Ses enfants ne reçoivent pas l'argent. Il gère sa distribution. C'est le rôle qu'il a créé pour eux. Ils ne sont pas des héritiers, ils sont des intendants. Alors, qui sont ces 3 personnes et comment ont-elles réagi à la nouvelle? Les 3 enfants de Buffett, Howard, Peter et Suzanne, ne reçoivent peut-être pas un héritage traditionnel, mais ils ne sont pas exclus de ces plans successoraux. Chacun a été chargé de gérer ses propres fondations caritatives substantielles, où une partie de la fortune de Buffett sera dirigée, poursuivant son héritage de générosité. Howard est l'aîné. Il est en passe de devenir président non exécutif de Berkshire Hathaway après le départ de son père, un rôle mettant l'accent sur la supervision plutôt que sur les opérations quotidiennes. Et Howard n'est pas amer à ce sujet, pas du tout. Dans une interview de 2006 avec le New York Times, Howard a exprimé son point de vue simplement. Il a toujours été clair que nous n'allions pas recevoir beaucoup d'argent. Puis, il y a Peter. Peter a utilisé sa façon célèbre son héritage de 90 000 dollars à l'âge de 19 ans pour lancer une carrière musicale et dirige maintenant la Novo Foundation. Il a reçu son unique cadeau tôt, un bloc d'actions Berkshire Hathaway, et l'a dépensé en poursuivant son rêve. C'était le plan. Il a reçu ses actions à 19 ans comme seul héritage personnel qu'il a reçu et l'a dépensé en équipement d'enregistrement. Cette histoire seule dit tout sur ce que Warren visait. Suzanne Buffett dirige la Sherwood Foundation qui canalise les ressources vers l'éducation de la petite enfance et les initiatives de justice sociale. Elle est également impliquée dans la Suzanne Thompson Buffett Foundation, nommée d'après sa mère décédée, qui a donné des milliards à la santé reproductive. Les 3 ne s'assoient pas en ressentant leur père. Selon les rapports, les enfants de Buffett auront une décennie après son départ pour réaliser ses souhaits en donnant sa richesse à des causes caritables. Une tâche qu'ils reconnaissent être difficile mais significative. À travers leurs fondations respectives, ils ont déjà collectivement donné plus de 15 milliards de dollars depuis le milieu des années 2000. Howard a résumé l'attitude des frères et sœurs simplement « Je peux vous dire que nous nous assoirons dans une salle quand le moment sera venu et nous le réglerons assez rapidement. » Était-ce vraiment zéro?
Pas tout à fait. En 2006, Buffett a offert à ses enfants 17,5 millions de dollars, chacun en actions de classe B de Berkshire Hathaway pour gérer leurs organisations, et il s'est engagé auprès de ses enfants pour les actions de Berkshire Hathaway. Qu'est-ce estimé à environ 2,5 milliards de dollars à verser aux fondations respectives, non à titre personnel. Donc, l'argent est là. Ce n'est simplement pas le leur, c'est celui de l'humanité. C'est la doctrine Buffett en une phrase. Et ce qu'il a commencé, d'autres l'ont poursuivi. Aucun plus publiquement que l'homme qui l'a directement inspiré. Bill Gates a 3 enfants, Jennifer, Rory et Phoebe. Avec une valeur nette supérieure à 130 milliards de dollars, les gens supposeraient que ces enfants hériteraient d'une partie substantielle qui assurerait leur place parmi l'élite mondiale. Mais Gates avait d'autres plans. Gates a annoncé dans une interview de 2011 avec le Daily Mail que ses 3 enfants n'hériteraient que d'une infime partie de sa fortune. Seulement 10 millions de dollars chacun, a-t-il précisé. Cette décision n'était pas une impulsion du moment, mais un choix conscient, enraciné dans sa conviction de l'importance du travail acharné et du but. Bon, 10 millions de dollars semblent beaucoup pour toi et moi, mais à l'échelle de ce que vaut Bill Gates, c'est à peine une erreur d'arrondi. Les 3 enfants hériteront chacun de moins de 1% de la fortune milliardaire de leurs parents, moins de 1% chacun de l'une des familles les plus riches de l'histoire de l'humanité. Et l'effet d'entraînement de cette décision ? Énorme. La position de Gates est devenue un sujet de discussion lors d'une session Reddit AMA en 2013, où un utilisateur a commenté que de nombreuses personnes riches considèrent Bill Gates comme leur idole, non pas pour ses jours chez Microsoft, mais pour sa philanthropie. L'utilisateur a ajouté que la décision de Gates avait simultanément tué les fiducies en 100 millions de dollars de nombreux de mes amis, après que leurs parents aient découvert que Bill ne laissait que 10 millions de dollars à ses enfants. C'est l'effet Gates. Son annonce n'a pas seulement affecté ses propres enfants, elle a changé la façon dont toute une classe de parents ultra riches pensait à l'héritage. C'est un niveau d'influence culturelle qui va bien au-delà de la technologie ou des logiciels. Alors, où Gates a-t-il développé ses idées ? Il a été assez transparent à ce sujet. Dans la même session Reddit, Gates a dit « Je pense définitivement que laisser aux enfants d'énormes quantités d'argent n'est pas une faveur. » Il a crédité directement l'article Fortune de Buffett de 1986. Cela m'a fait y réfléchir et décider qu'il avait raison. Donc, Buffett a planté la graine en 1986, Gates l'a reprise, s'est lancé, et ensemble les deux ont formalisé cela en un mouvement. Avec le milliardaire fellow Warren Buffett, les Gates ont aidé à créer le Giving Pledge en 2010, qui encourage davantage les ultra-riches à laisser la majorité de leur richesse à des causes philanthropiques. À ce jour, la fondation Gates a donné plus de 100 milliards de dollars aux causes. C'est plus de 100 milliards de dollars détournés de la richesse familiale privée et vers le monde. Les enfants de Bill et Melinda Gates seront à l'aise. Ils iront bien, mais ils n'hériteront pas d'une dynastie. Gates a toujours été direct sur les enfants qui héritent de grandes quantités d'argent et ne travaillent pas pour cela, n'iront probablement pas bien à l'avenir. Dans une conférence TED, il a dit qu'il voulait trouver un équilibre où ils ont la liberté de faire n'importe quoi, mais pas beaucoup d'argent versé sur eux pour qu'ils puissent sortir et ne rien faire. Il y a eu un moment cependant où cette décision inébranlable a atteint un carrefour quand Bill et Melinda Gates ont annoncé leur divorce en 2021. Les observateurs juridiques ont remarqué quelque chose d'intéressant dans le dossier de Melinda. Les experts en divorce ont pointé du doigt sur un indice dans le dossier de Melinda, suggérant qu'elle aurait pu chercher à modifier l'héritage de ses 3 enfants. Elle a pris l'étape inhabituelle de nommer des avocats spécialisés dans les fiducies et les successions comme représentants aux côtés des avocats matrimoniaux coutumiers. Un avocat a noté, Bill Gates a annoncé fièrement au monde qu'il laissait 10 millions de dollars à chacun de ses 3 enfants. Maintenant que Melinda a le contrôle, peut-être qu'elle voulait laisser plus à ses enfants que 10 millions de dollars chacun. Peut-être qu'elle n'était pas d'accord. Que le montant de l'héritage ait changé après le divorce n'a jamais été confirmé publiquement. Mais le simple fait que cela soit devenu un point de négociation vous dit tout ce qui était en jeu. Quand vous divisez des actifs d'une valeur supérieure à 100 milliards de dollars, même la question relativement modeste de ce que les enfants obtiennent devient un champ de bataille juridique. Ce qui n'est pas contestable, c'est la direction que Gates a fixée. Il voulait que ses enfants construisent leur propre chemin, et cette philosophie, qui a commencé avec un seul article que Buffett a écrit en 1986,
a maintenant remodelé la façon dont toute la classe des milliardaires pense à ce qu'il faut laisser derrière. Si la décision de Buffett était radicale et celle de Gates était calculée, celle d'Yvon Chouinard était quelque chose d'autre. C'était un rejet complet de la richesse elle-même. Et il venait avec une entreprise d'une valeur de 3 milliards de dollars attachée. Un demi-siècle après la fondation du fabricant de vêtements de plein air Patagonia, Chouinard, l'excentrique alpiniste qui est devenu un milliardaire réticent avec sa vision non conventionnelle du capitalisme, a donné l'entreprise. Non vendue, non transférée à une fiducie que sa famille contrôle, donnée entièrement. Lui, sa femme et ses 2 enfants adultes ont transféré leur propriétaire. La part de Patagonia, évaluée à environ 3 milliards de dollars, à une fiducie spécialement conçue et à une organisation à but non lucratif créée pour préserver l'indépendance de l'entreprise et garantir que tous ses bénéfices, environ 100 millions de dollars par an, sont utilisés pour combattre le changement climatique et protéger les terres non développées dans le monde entier. Et ses enfants, Fletcher et Claire, ils ont participé à la décision. Ils ont aidé à la prendre. Les enfants de Chouinard ont participé à la décision, mais ont choisi de ne pas hériter de l'entreprise en privilégiant sa mission. Il était important pour eux de ne pas être vus comme les bénéficiaires financiers, a déclaré le PDG de Patagonia Ryan Geller au New York Times. Pour comprendre pourquoi cela s'est produit, vous devez comprendre qui est vraiment Yvon Chouinard, car cet homme est contrairement à tout autre personnage de cette liste. En 2017, Forbes a placé Chouinard sur sa liste annuelle des milliardaires pour la première fois. Pour la plupart des hommes d'affaires, l'inclusion dans ce classement aurait été un insigne d'honneur. Pour Chouinard, c'était un cauchemar devenu réalité. « Cela m'a vraiment mis en colère », a-t-il dit en apprenant le classement. C'est l'homme avec lequel nous avons affaire. Un homme qui avait des milliards de dollars et qui était furieux à ce sujet. En tant que pionnier de l'escalade en Californie dans la vallée de Yosemite dans les années 1960, Chouinard vivait dans sa voiture et mangeait des boîtes de nourriture pour chats endommagés qu'il achetait 500 la pièce. Même aujourd'hui, il porte de vieux vêtements en haillons, conduit une vieille Subaru cabossée et partage son temps entre des maisons modestes à Ventura et Jackson. Chouinard ne possède pas d'ordinateur ni de téléphone portable. C'est un homme dont l'entreprise vaut 3 milliards de dollars et qui ne peut pas recevoir un email. Chouinard a toujours entretenu une relation houleuse avec le succès financier. Il a grandi en tant que vagabond grimpeur, dormant souvent dans la terre et survivant avec $1 par jour. À mesure que Patagonia s'agrandissait, il avait plus d'argent à sa disposition. Mais il évitait le matérialisme. Même en devenant riche, il a continué à vivre dans une cabane en rondin encombrée de meubles d'occasion, et a donné une grande partie de son argent aux militants environnementaux. Quand Forbes l'a mis sur cette liste de milliardaires, ce n'était pas seulement irritant pour lui. Cela a allumé une mèche. En 2020, il s'est tourné vers son cercle restreint et a présenté un ultimatum. Soit il trouvait un moyen de le retirer de la liste, soit il le ferait lui-même. Pendant plusieurs mois, rien ne s'est passé. Puis, au début de 2021, Chouinard a convoqué le PDG de Patagonia Ryan Gellert à son domicile et a menacé de vendre l'entreprise. L'équipe s'est dépêchée. Il ne pouvait pas simplement vendre. Cela trahirait tout ce que la marque représentait. Alors que Chouinard, sa femme et leurs 2 enfants possédaient toutes les actions de l'entreprise, il ne voulait pas conserver ces actions et ne voulait que personne d'autre non plus les ait. Cela rendait une vente conventionnelle de l'entreprise pratiquement impossible. Alors, ils ont fait preuve de créativité. Ils ont conçu une structure qui n'avait jamais été faite auparavant. Chouinard, sa femme et 2 enfants ont transféré leur propriété de l'entreprise de 3 milliards de dollars à une organisation à but non lucratif, le Holdfast Collective, et à la Patagonia Purpose Trust spécialement créée. Le Holdfast Collective contrôle 98% de l'entreprise, toutes les actions sans droit de vote de Patagonia, tandis que la Patagonia Purpose Trust a pris le contrôle des 2% restants, qui constituent toutes les actions avec droit de vote de Patagonia. Le conseiller qui a aidé à structurer l'accord a été franc. Il y avait un coût significatif pour eux de le faire. Mais c'était un coût qu'ils étaient disposés à supporter pour s'assurer que cette entreprise reste fidèle à leurs principes. Et ils n'ont pas obtenu de déduction charitable pour cela. Aucun avantage fiscal, absolument aucun. Maintenant, qu'en est-il de Fletcher et Claire, les enfants qui ont renoncé à des milliards ? L'absence d'intérêt pour être milliardaire n'était pas la seule chose que Chouinard a transmise à ses enfants. Bien que Fletcher n'ait pas hérité de Patagonia, il a hérité de la passion de son père pour être un homme de plein air. Il aime surfer et faire du cerf-volant.
Fletcher dirige une entreprise de planches de surf soutenue par Patagonia. Nous ne sommes pas seulement des propriétaires ou des membres du conseil, a-t-il dit au New Yorker. Nous avons des salaires normaux. Claire travaille du côté mode de Patagonia. Notre directrice créative actuelle, Claire Chouinard, établit vraiment le ton pour nous inspirer à embrasser de tout cœur la déclaration de mission de notre entreprise. Nous sommes en affaires pour sauver notre planète natale, a déclaré la directrice du design de Patagonia, Karine Child. Ce sont des gens qui auraient pu être milliardaires. Ils ont choisi des salaires à la place, volontairement. Le conseiller en planification successorale l'a dit simplement, c'est irrévocablement engagé. Ils ne peuvent pas le retirer à nouveau et ils ne veulent jamais le retirer à nouveau. Chouinard a déclaré au New York Times « J'espère que cela influencera une nouvelle forme de capitalisme qui ne finit pas par quelques riches et beaucoup de pauvres. » L'homme qui a créé une entreprise en vendant des pions du coffre de sa voiture, qui mangeait autrefois de la nourriture pour chat à 500, vient de tout remettre, chaque dollar, chaque action, à la terre. Et ses enfants en étaient satisfaits. Si Warren Buffett est la personne la plus célèbre de cette liste, Chuck Finney est la plus extraordinaire, parce que Buffett a promis donner 99% de sa richesse. Finney l'a réellement fait, et presque personne ne savait que cela se produisait. Charles Francis Chuck Finney était un homme d'affaires et philanthrope irlando-américain qui a consacré toute sa fortune personnelle à la philanthropie mondiale au cours de sa vie. Il est décédé en 2023 à l'âge de 92 ans. Et au moment de son départ, il ne restait presque rien à laisser à ses 5 enfants, car il avait déjà tout donné. Le magazine Forbes a appelé Finney le James Bond de la philanthropie en raison de la manière discrète et réussie avec laquelle il a anonymement donné environ 8 milliards de dollars à diverses organisations caritatives. 8 milliards de personnes n'ont jamais entendu parler de lui. Voici comment cela s'est produit. En 1984, Finney a secrètement cédé presque toute sa fortune en transférant la vaste majorité de sa participation dans Duty Free, estimée à plus de 500 millions de dollars à l'époque, pour créer et établir les fondations atlantiques, réduisant sa propre richesse à moins de 5 millions de dollars. Laissez cela vous pénétrer. Il avait construit un empire commercial d'une valeur de plusieurs centaines de millions, et il a secrètement, sans dire à ses partenaires commerciaux, sans communiqué de presse, sans aucune reconnaissance publique, tout signé pour une fondation. Même ses partenaires commerciaux ne savaient pas qu'il ne possédait plus aucune partie de l'entreprise. Pendant des années, les dons ont continué à affluer, et personne ne savait d'où ils venaient. Pendant des années, Atlantic a donné de l'argent en secret, exigeant que les bénéficiaires ne révèlent même pas la source de leurs dons. Les universités recevaient des dizaines de millions de dollars d'un donateur mystérieux. Les hôpitaux étaient financés. Les processus de paix étaient discrètement soutenus. Finney a discrètement consacré sa fortune aux causes mondiales pendant des décennies et a investi près d'1 milliard de dollars à l'université Cornell seule par le biais de la fondation depuis 1982. Le président de Cornell à l'époque l'a appelé le 3e fondateur de l'université. Toute l'opération secrète s'est finalement démêlée en 1996 lorsqu'il et un partenaire ont vendu leur participation dans l'entreprise à un groupe de luxe français avant qu'un procès présomptif ne puisse révéler que la participation de Finney n'était pas la sienne, mais celle des fondations atlantiques. Finney s'est livré dans un article du New York Times, et c'est à ce moment-là que le monde l'a découvert. L'homme avait été milliardaire sur le papier pendant des années et avait choisi de tout donner secrètement au lieu de le garder. Maintenant, ses enfants, il en avait 5. Il a laissé à ses 5 enfants juste assez pour survivre, pas plus. Il pensait que leur laisser des sommes importantes d'argent ne ferait que les charger. Comme l'a expliqué un ami proche, il sentait vraiment qu'hériter de vastes sommes d'argent était probablement plus susceptible de leur assurer une vie malheureuse. Bien que ses enfants ne recevront pas un centime de son héritage, leur compréhension de la bienveillance de leur père, c'est « Mais il nous a protégés des gens utilisant l'argent pour nous traiter différemment », a déclaré au journaliste la fille Leslie Finney Bailey. « Nous protéger de l'argent ». C'est une phrase qui marque. L'idée que la richesse massive ne protège pas vos enfants, elle les expose. Et Finney ne s'est pas contenté de parler de donner en vivant. Il l'a vécu, littéralement. Il était bien connu pour sa montre signature de 15 $, des sacs en plastique comme porte-documents et sa préférence pour voler en classe économique. Il ne possédait pas de voiture ni de maison. En 2016, il vivait dans un appartement loué à San Francisco avec des actifs restants de 2 millions de dollars. C'est ce qui restait d'une fortune qui avait autrefois atteint 8 milliards de dollars. Il a tout dépensé, tout donné. Chaque dernier centime acheminé vers des hôpitaux, des universités,
des initiatives de paix et des programmes de santé sur 5 continents. Un rapport récent de l'Institut pour les études politiques a révélé que seulement 8 des 22 signataires décédés du Giving Pledge ont réellement respecté l'engagement et seulement un, Finney, a donné toute sa fortune avant sa mort. Bill Gates l'a appelé l'exemple ultime de donner en vivant. Le 14 septembre 2020, Finney a fermé les fondations Atlantic après que l'organisme sans but lucratif ait réalisé sa mission de donner tout son argent. La fondation n'a pas effondré ni manqué de carburant. Elle a fini. Elle a réalisé son objectif et a fermé. C'était essentiellement jamais arrivé à cette échelle. Et l'homme derrière tout cela, celui qui l'a réussi sans aucune fanfare, qui mangeait bon marché et portait une montre de 15 $ tout en acheminant des milliards à travers le monde, est décédé dans un appartement loué avec presque rien de reste. Ses enfants ne recevront pas une fortune. Ils ont reçu quelque chose d'autre à la place, la connaissance que leur père a regardé des milliards de dollars et a décidé qu'il était plus important de les donner au monde que de les leur donner. Et chacun d'eux a dit, à sa manière, qu'il comprenait Warren Buffett, Yvon Chouinard et Chuck Finney n'ont pas agi isolément. Ils faisaient partie, et dans certains cas ont enflammé, un changement plus large dans la façon dont les plus riches du monde pensent à ce qu'ils doivent à leurs enfants. Avec Buffett, la famille Gates a contribué à créer le Giving Pledge en 2010, qui encourage plus de super riches à laisser la majorité, une partie de leur richesse, à des causes philanthropiques. Et une fois le engagement existant, d'autres ont commencé à se mettre en file d'attente pour le signer et rendre leur décision d'héritage très publique. Mark Zuckerberg l'a fait le jour de la naissance de sa fille. Lorsque la première enfant du PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, Max, est née en 2015, lui et sa femme Priscilla Chan ont fait une annonce frappante. Ils ne prévoient pas de lui laisser leurs milliards. Au lieu de cela, le couple a fondé la Chan Zuckerberg Initiative, une LLC dédiée à l'apprentissage personnalisé, à la guérison des maladies, à la connexion des personnes et à la construction de communautés fortes. Dans une lettre à leur fille nouveau-née, Zuckerberg et sa femme se sont engagés à donner 99% de leurs actions de l'entreprise, qui s'élevait à plus de 45 milliards de dollars à l'époque. Selon la lettre, l'objectif du couple était de promouvoir le potentiel humain et de favoriser l'égalité pour tous les enfants de la prochaine génération. Pensez à l'optique de ce calendrier. Votre fille naît. Vous la tenez, et votre premier grand acte public est d'annoncer que son héritage ira à l'humanité à la place. Zuckerberg n'a aucunement l'intention de laisser sa fortune technologique à ses filles Maxima, Auguste et Aurélia. Les trois sont exclus d'une fortune qui a atteint à différents moments plus de 200 milliards de dollars. Il y a ensuite Michael Bloomberg. Bloomberg, qui a une fortune de plus de 100 milliards de dollars, déclare publiquement qu'il ne compte pas laisser sa richesse à ses deux filles, Emma et Georgina. Au lieu de cela, il a choisi de transférer son entreprise, Bloomberg LP, à une fiducie qui financera Bloomberg Philanthropy, sa fondation caritative. Dans sa lettre du Giving Pledge, Bloomberg a écrit que la meilleure chose que vous puissiez faire pour vos enfants est de soutenir des organisations qui créeront un meilleur monde pour eux et leurs enfants. Les deux filles de Bloomberg, Georgina et Emma, siègent toutes les deux au conseil d'administration de Bloomberg Philanthropy et travaillent avec d'autres causes philanthropiques. Donc, même dans les cas où les enfants sont exclus de l'héritage, ils sont souvent intégrés à la mission, non pas en tant qu'héritiers, mais en tant qu'opérateurs. Et ce n'est pas seulement les milliardaires de la technologie et les investisseurs. Ce mouvement s'est étendu bien plus largement. Sarah Blackley, la fondatrice de Spanx, a été la première femme milliardaire à signer le Giving Pledge, où les ultra-riches s'engagent à donner la plupart ou la totalité de leur richesse au cours de leur vie. Elle a dit à son fils qu'elle ferait don de la majorité de sa richesse, estimée à 1,3 milliard de dollars par Forbes, à d'autres personnes quand il n'avait que 3 ans. Tout petit à l'époque, il n'a pas semblé trop affecté. Il a juste dit « D'accord, maman, on peut faire un puzzle maintenant ?» Il y a ensuite Pierre Omidyar, qui a construit eBay à partir de zéro. Aujourd'hui, avec une fortune de plus de 8 milliards de dollars, Omidyar est membre du Giving Pledge et s'engage à faire don de la majorité de sa fortune à des causes caritatives tout au long de sa vie. Et puis, il y a le monde du divertissement, qui a produit sa propre vague de non-héritiers. Le musicien britannique Sting, je ne veux certainement pas leur laisser des fonds fiduciaires qui sont des albatros autour de leur cou. Simon Cowell a fait connaître ses opinions avant même la naissance de son fils. Le juge de télévision a déclaré qu'il ne croyait pas au transfert de fonds d'une génération à l'autre.
Il s'agit d'avoir une éthique de travail. Je ne crois pas du tout à l'argent hérité, a-t-il dit au Daily Mirror. Je ne suis pas en faveur des enfants qui se retrouvent soudainement avec beaucoup d'argent, car alors ils n'ont aucune incitation à travailler. Andrew Lloyd Webber, le compositeur derrière Le Fantôme de l'Opéra et Cats, a 5 enfants de 2 mariages, mais aucun d'eux ne recevra la part du lion de sa succession. Webber prévoit de laisser la majorité de son argent, estimé à 1,2 milliard de dollars, à la communauté théâtrale pour aider les artistes en difficulté. Jackie Chan a rendu sa position publique lors d'une cérémonie de remise de prix, et cela a fait la une des journaux mondiaux. L'icône du cinéma a déclaré qu'il prévoit de laisser au moins la moitié de sa fortune à des œuvres de charité à sa mort, et rien n'ira à son fils unique, JC. S'il en est capable, il peut gagner son propre argent, a dit Chan. S'il ne l'est pas, alors il ne fera que gaspiller mon argent. JC a été arrêté pour possession de drogue à Pékin en 2014, ce qui a été considéré comme embarrassant pour son père superstar, qui agissait comme ambassadeur de bonne volonté anti-drogue de la Chine à l'époque. La relation père-fils aurait été tendue depuis, ajoutant une couche très différente à une histoire qui, pour tous les autres noms de cette liste, a été présentée comme une pure philosophie. Ce qui frappe chez tous ces gens, Buffett, Gates, Stewart, Finney, Zuckerberg, Bloomberg, Blakely, Cowell, Chan, c'est que le raisonnement, encore et encore, revient à la même croyance fondamentale selon laquelle l'argent donné sans effort détruit la personne qui le reçoit, qu'un héritage massif n'est pas un cadeau, c'est un fardeau déguisé en cadeau. Le raisonnement est enraciné dans une profonde compréhension de la nature humaine et des pièges potentiels de la richesse incontrôlée. Les personnes sur cette liste ont vu de première main comment l'héritage de vastes sommes d'argent peut éroder l'ambition, étouffer la croissance personnelle et même déchirer les familles. Le monde connaît actuellement le plus grand transfert de richesse de l'histoire. On estime que 84 billions de dollars vont passer d'une génération à l'autre au cours des prochaines décennies. La plupart de cet argent s'écoulera silencieusement, invisiblement, sur les comptes bancaires d'enfants qui n'ont rien fait pour le mériter. Mais un petit groupe bruyant et délibéré de personnes au sommet a observé ce flot d'argent et a choisi de l'envoyer ailleurs. Les 3/4 des 400 Américains les plus riches du Forbes ont donné moins de 5% de leur fortune au cours de leur vie. Donc, les gens sur cette liste ne sont pas la norme. Ce sont l'exception. Et leurs enfants, qu'ils le sachent ou non, ont peut-être reçu quelque chose de plus durable qu'un virement bancaire. Ils ont eu des parents qui croyaient que ce que vous faites importe plus que ce que vous héritez. C'est soit la chose la plus radicale qu'une personne riche puisse faire, soit la plus évidente.